Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Je suis ravie de vous retrouver pour notre point info du jour. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me laisser votre adresse mail afin de garder contact en toutes circonstances. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, cette chaîne fait l'objet régulièrement de censure et de sanctions, comme le retrait depuis maintenant 1 mois de la monétisation ou encore le retrait automatique de vos commentaires ou de certains de vos commentaires en tout cas, et de vos abonnements à ma chaîne. Bref, vous connaissez bien tout cela. Si vous ne trouvez pas le lien ou si vous avez un souci pour l'ouvrir, laissez-moi votre mail dans les commentaires et je le récupérerai. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur Odyssée et Rumble. Commençons à présent les infos et on va commencer avec quelques nouvelles du monde. Plusieurs roquettes ont frappé une base aérienne en Irak qui abrite les troupes de la coalition américaine. Un porte-parole de la coalition a tweeté que 10 roquettes ont frappé la base américaine d'Al-Assad dans l'ouest de l'Irak au petit matin. L'armée irakienne a publié une déclaration disant que l'attaque n'avait pas causé de pertes significatives, ajoutant que les forces de sécurité avaient trouvé la rampe de lancement utilisée pour les missiles. La coalition et les forces irakiennes mènent une enquête. Le Pentagone affirme qu'un sous-traitant civil américain est mort d'une crise cardiaque. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que le sous-traitant a souffert d'une crise cardiaque pendant qu'il s'abritait et qu'il est mort peu après. Il a déclaré qu'aucun membre des forces armées n'avait été blessé et que tous étaient présents. Cette attaque est la première depuis que les États-Unis ont frappé la semaine dernière des cibles de la milice alignée sur l'Iran le long de la frontière entre l'Irak et la Syrie. C'était la première attaque de type ordonné sous l'administration Biden. Cette attaque fait suite à une série de tirs de roquettes qui ont visé la présence américaine en Irak. Les troupes américaines ont considérablement réduit leur présence en Irak l'année dernière. Elles sont principalement présentes sur quelques bases maintenant. Joe Biden, de son côté, a été interrogé sur une possible réponse américaine. Il s'est contenté de déclarer « Nous sommes en train d'identifier qui est responsable et nous prendrons des décisions en fonction de cela ». L'attaque intervient 2 jours seulement avant la visite du pape François en Irak. Ce voyage très attendu comprendra Bagdad, le sud de l'Irak et la ville d'Irbil au nord. Et on se tourne maintenant vers les États-Unis. La police du Capitole va renforcer la sécurité autour du 4 mars. La garde nationale est prête à aider la police de la capitale américaine à renforcer la sécurité autour de la capitale pendant un certain nombre de jours autour du 4 mars. Le département dit être conscient des informations et de renseignements concernant le 4 mars et continue à travailler avec tous les partenaires des forces de l'ordre. La police du Capitole renforce ses mesures en cas de manifestation car certaines théories sur les médias sociaux laissent entendre que l'ancien président Trump reviendra au pouvoir autour de cette date. Et en parlant de la garde nationale, un dénonciateur montre des images de viande insuffisamment cuite et de copeaux de métal dans les repas qui ont été servis aux troupes de la garde nationale stationnées à Washington. La garde nationale confirme que les soldats ont reçu de la nourriture insuffisamment cuite. Le dénonciateur de la garde nationale du Michigan affirme que certains gardes sont même tombés malades. La garde nationale du Michigan a envoyé une annonce disant qu'elle était très inquiète. Elle déclare, je cite, « Les récits et les photos de première main de nourriture insuffisamment cuite qui a été servie montrent clairement que ce qui est donné aux membres du service du Michigan est inacceptable. » Fin de citation. Certains politiciens ont exprimé leur indignation. La sénatrice démocrate du Michigan, Debbie Stabenow, a tweeté que la situation est inacceptable, qu'il n'y a pas d'excuses et qu'elle veut une solution immédiate. Le sénateur du Michigan, Gary Peter, tweet que la situation est scandaleuse. Il écrit au gouverneur du Michigan et au chef de la garde nationale, je cite, « Après plusieurs tentatives pour rectifier la situation, je pense que la seule ligne de conduite appropriée est l'annulation immédiate du contrat alimentaire existant, le versement d'une indemnité journalière pour la durée restante de la mission. » De son côté, le lieutenant-colonel Robert Carver a noté que plus d'1 million de repas ont été servis depuis l'arrivée des troupes à Washington. Il affirme qu'aucun cas de maladie n'a été signalé chez les troupes à cause de la nourriture. Il affirme que les inspections des vendeurs, des repas et des installations ont été complètes
et un très faible pourcentage de repas a signalé des problèmes. La garde nationale du Michigan indique que le déploiement est prévu pour le 12 mars. Les troupes prévoient de rentrer chez elles après cette date. Et nous passons à présent à la controverse sur la loi HR1, la loi du peuple, For the People Act ou HR1, que les démocrates préconisent. Il s'agit d'une proposition massive de près de 800 pages. Elle rendrait définitives des mesures électorales qui avaient été initialement mises en œuvre par les autorités de l'État en réponse à la pandémie et au verrouillage national. Parmi les dispositions les plus controversées, citons le vote postal universel à l'échelle nationale, l'inscription des jeunes de 16 et 17 ans, le vote anticipé permanent, la vérification minimale de l'inscription en ligne, la légalisation de la collecte des bulletins de vote, les fonds fédéraux de contrepartie aux candidats pour les contributions privées et le droit de vote pour les criminels à l'issue de leur peine. Mais la proposition contient également d'autres changements majeurs, tels que par exemple la réglementation bureaucratique qui peut intervenir au sujet d'un candidat à une fonction fédérale. En effet, la commission électorale fédérale FEC serait convertie en quelque sorte en une entité à majorité partisane plutôt que la structure actuelle qui exige un soutien bipartite pour les règlements. Elle légaliserait également le fait que les candidats fédéraux puissent tirer des salaires des fonds de campagne versés par les individus et des groupes d'intérêt particuliers concernés par les propositions soumises au Congrès. Lors du débat de mardi, la Chambre a examiné 56 amendements. Seuls 7 d'entre eux émanaient des républicains. Certains républicains ont déclaré que le projet de loi garantirait que les candidats du Parti républicain ne seraient plus jamais élus lors des courses présidentielles. La Chambre s'apprête à voter sur le passage final de cette loi dans les prochains jours. Pence brise le silence au sujet de cette loi, la loi HR1. C'est la première intervention depuis qu'il a quitté ses fonctions. Il a dit, je cite, que la pression des démocrates pour des lois électorales est une prise de pouvoir anticonstitutionnelle. C'est pourquoi, lorsque j'ai présidé la session conjointe du Congrès, certifiant les résultats du collège électoral, je me suis engagé à garantir que toutes les objections soulevées dans le cadre de la loi sur le décompte des voix soient entendues par le Congrès et le peuple américain. Pence a poursuivi en disant « Alors que les législateurs de nombreux États ont commencé à travailler sur une réforme électorale pour restaurer la confiance du public dans les élections des États, malheureusement, les démocrates du Congrès ont choisi de balayer ces préoccupations et réformes valables et de faire avancer une tentative effrontée de nationaliser les élections au mépris flagrant de la Constitution américaine. Il a poursuivi en disant dans un tweet « HR1, la loi dite For the People, augmentera les possibilités de fraude électorale, piétinera le premier amendement, érodera encore plus la confiance dans nos élections et devrait être rejetée par tous les membres du Congrès et contrée par tous les Américains patriotes. » Fin de citation. Passons à présent à un autre sujet, bas les masques pour le Mississippi. Le Mississippi est le premier État à lever le mandat des masques et à ouvrir toutes ses portes. Le gouverneur a annoncé mardi « Nous levons tous les mandats de masques des comtés et les entreprises pourront fonctionner à pleine capacité sans aucune règle imposée par l'État », ajoutant « Nos hospitalisations et le nombre de cas ont chuté et le vaccin est rapidement distribué, c'est le moment ». Il note également qu'il est contre certaines des restrictions qui accompagnent les décrets. Il a dit, je cite, « Les décrets qui ont interféré avec la vie des gens ont été les pires, mais la seule intervention possible pendant une grande partie de l'année dernière. Maintenant, nous mettons l'accent sur la distribution rapide de vaccins. Nous cessons de dire aux gens ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. » Il a poursuivi en disant « Nous devons reconnaître qu'aucun de ces ordres dans aucun État n'est sans précédent. Ils doivent prendre fin le plus tôt possible. C'est le moment pour le Mississippi. » Quelles sont donc les restrictions qui restent applicables dans l'État? Selon le Daily Journal, le gouverneur a déclaré mardi après-midi qu'il y avait toujours une limite de 50% de la capacité des espaces intérieurs. Il a déclaré aux journalistes que les écoles de la maternelle à la terminale devront toujours avoir une capacité de 50% pour les espaces extérieurs et de 25% pour les espaces intérieurs. Ces commentaires sont arrivés quelques heures seulement après une annonce similaire au Texas.
En effet, le gouverneur Greg Abbott a déclaré que le Texas est ouvert à 100% à partir de mercredi prochain. Il a dit « Le Texas est ouvert à 100%, les Texans sont libres de choisir leur propre destin ». Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, déclare qu'il est temps de rétablir la normalité et les moyens de subsistance des Texans. Il affirme que le nombre de décès et d'hospitalisations a diminué et un certain nombre d'indicateurs vont dans la bonne direction. Il affirme que 7 millions de Texans auront le vaccin d'ici la fin de la semaine, dont la moitié des personnes âgées de l'État. Le Texas fait donc partie des États qui assouplissent les restrictions à mesure que le nombre de virus diminue. Mais la directrice du CDC, le Centre pour le contrôle de la prévention des maladies, Dr Rachel Walensky, affirme que nous sommes loin d'être prêts à assouplir les mesures de protection. Elle affirme que les gains sont au point mort avec 70 000 cas et 2 000 décès par jour. Lors d'une conférence de presse lundi, elle a annoncé, je cite, « À ce niveau, avec la propagation des variantes, nous risquons de perdre complètement le terrain que nous avons durement gagné. Le gouverneur Abbott dit qu'il comprend que Covid est toujours une menace, mais que les Texans connaissent les outils pour se protéger et que les gens ont toujours la possibilité de porter un masque s'ils le souhaitent. » Dans son annonce, Mark Abbott a déclaré « Avec ce décret, nous garantissons que toutes les entreprises et les familles du Texas ont la liberté de déterminer leur propre destin. » Le Texas est l'un des États les plus peuplés d'Amérique, avec près de 29 millions d'habitants. Selon Abbott, près de 2,5 millions de Texans ont confirmé avoir déjà eu le virus. Il a ajouté que les responsables de la santé affirment que le nombre réel de guérisons est généralement 4 à 5 fois supérieur au nombre de personnes officiellement testées. Quant au vaccin, le bureau d'Abbott indique que près de 5,7 millions de vaccins ont été administrés aux Texans et que l'État en administre maintenant près d'1 million chaque semaine. D'ici mercredi prochain, ce nombre devrait atteindre 7 millions. Passons à présent à une rapide mise à jour sur le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Le gouverneur de New York le dépouille de ses pouvoirs d'urgence en cas de pandémie. Les législateurs de l'État de New York révoquent les pouvoirs d'urgence liés à la pandémie de Cuomo. La législature de l'État de New York a annoncé mardi qu'elle était parvenue à un accord pour abroger les pouvoirs d'urgence du gouverneur. Cette décision intervient alors que Cuomo est confronté à 2 scandales. D'une part, la dissimulation des cas de virus dans des maisons de retraite et d'autre part, des allégations de harcèlement sexuel. Cela permettra de rendre le pouvoir pour des décisions sur des questions telles que les fermetures d'établissements au contrôle local. Cuomo a obtenu ses pouvoirs il y a exactement 1 an, mais maintenant les législateurs disent qu'ils ne sont plus nécessaires et que le public mérite d'avoir des freins et des contrepoids. La législation devrait être adoptée dès vendredi. Et un nombre croissant de démocrates de New York ont demandé au gouverneur de démissionner ou d'être destitué. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à partager largement. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.